Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte la guerre qui se poursuit au Proche-Orient avec notre invitée Myriam Benrad. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue spécialiste du Moyen-Orient et professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller à Paris. D'abord, je le disais, la guerre continue. Parce que les frappes continuent, notamment sur Beyrouth. Un immeuble résidentiel a été frappé lourdement par Tsahal cette nuit. Manifestement, on ignore encore le nombre de victimes. Mais en tout cas, il faut le rappeler, les frappes continuent tous les jours. Oui, la guerre continue. Il est vrai qu'on est centré depuis maintenant hier sur les mandats d'arrêt qui ont été lancés donc par la Cour pénale internationale, les réactions que ça a suscité. Mais du côté israélien, la guerre se poursuit avec encore une fois en tête d'éliminer alors leurs adversaires Hamas, Hezbollah, mais aussi encore une fois de faire en sorte que la zone, que leur voisinage soit neutralisé. Il y a quand même cette idée. Il y a une forme de vengeance qui se poursuit, et puis il y a cette question quand même de création finalement de ce qu'on pourrait appeler un large périmètre qui leur permettra de sécuriser Israël. Et Netanyahou a lui-même dit d'ailleurs que la guerre continuerait en dépit de ces mandats d'arrêt et en dépit bien sûr de tous les appels de la communauté internationale à la désescalade. Alors effectivement des appels à la désescalade. Ceci dit, la décision de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou a été aussi extrêmement critiquée par certains pays à l'international, notamment Joe Biden, le président américain. Parlons maintenant de ce que fera la France. La France a pris acte de ce mandat d'arrêt. Est-ce que ça signifie que si demain Benyamin Netanyahou posait le pied sur le sol français, il serait interpellé? Prendre acte, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque d'autres pays ont pour leur part déclaré clairement qu'ils seraient arrêtés, en effet, s'ils se rendaient sur leur territoire. Bon, je ne pense pas que Netanyahou ait une quelconque intention de venir en France pour l'heure. Il y a quand même une réaction en Israël, évidemment, à la fois d'agacement, mais enfin d'inquiétude, parce que je pense quand même que beaucoup d'Israéliens, y compris au sein de l'establishment, réalisent que ces mandats d'arrêt aggrave l'état d'isolement international d'Israël. Et je rappelle quand même que la société israélienne est très divisée, non seulement par rapport à la guerre, mais par rapport à cette communauté internationale et encore une fois face à cet isolement qui est de plus en plus grand. Maintenant, il est vrai que la guerre à Gaza et la riposte israélienne, on l'a vu, ont complètement divisé la communauté internationale, le monde, entre ceux qui vont continuer de soutenir Israël, les États qui s'opposent à la guerre, et puis qui parlent évidemment de double standard, et puis après des États aussi, des pays qui se retrouvent un peu dans un entre-deux. Je pense que c'est le cas de la France, qui a voulu garder un équilibre entre la reconnaissance du droit d'Israël à se défendre et puis la reconnaissance du droit des Palestiniens à l'autodétermination, mais finalement on est dans un entre-deux, un équilibre qui est difficilement tenable, et on le voit avec la poursuite de la guerre et ses conséquences. Et on le voit aussi avec la poursuite des combats. Plusieurs représentants politiques français, notamment des députés, ont appelé la France à ne pas tenir compte de ce mandat d'arrêt. Est-ce que ça veut dire aussi que la France est plus divisée que jamais ? Oui, je pense que ce conflit qui dit déjà divisé par le passé, on se souvient d'autres séquences du conflit israélo-palestinien, de son exportation vers la France, de la manière dont tout s'est polarisé. Mais là, du fait des niveaux de violence uniques, il y a eu le 7 octobre, tout d'abord les tueries du 7 octobre, ensuite évidemment la dévastation de la bande de Gaza. C'est vrai que ça a radicalisé les positions, mais j'aimerais quand même dire une chose, là je parle de mon point de vue d'universitaire, au point qu'il n'y a plus véritablement de dialogue, soyons honnêtes. Il n'y a plus de dialogue sur cette question qui soit un dialogue posé, mesuré, qui tente de chercher des solutions. Maintenant, le problème avec cette posture qui est anti-CPI, c'est qu'il y a quand même la question du droit international derrière et que la France est tenue par un certain nombre de conventions de traités internationaux. Donc j'entends la réaction de certains députés, mais la France tout de même a par ailleurs, par la voix de son représentant au Conseil de sécurité, dit qu'il fallait aller dans ce sens-là. Donc il n'y aura pas de changement majeur puisque ça reviendrait finalement indirectement à dire que la France récuse ses propres engagements internationaux. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs
le Quai d'Orsay. Dans un communiqué, la France rappelle son attachement au travail indépendant de la Cour, conformément au statut de Rome. Donc c'est une manière aussi de ménager la chèvre et le chou. Benyamin Netanyahou n'est pas le premier chef de gouvernement ou d'État à être visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Vladimir Poutine est visé par un mandat d'arrêt international. On compare souvent les deux hommes d'État, on compare souvent les actes des deux pays, Israël et la Russie. Vous avez employé le terme double standard, c'est quelque chose qui en dehors de l'Occident est reproché très souvent aux Occidentaux, qui serait trop dur avec Poutine et pas assez dur avec Israël. Est-ce que pour vous, il faut mettre les deux personnes sur le même plan ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple parce que les configurations ne sont pas les mêmes, parce que quoi qu'on en dise, Israël ce n'est pas le gouvernement, le système de gouvernance, la démocratie, enfin je mets des guillemets parce que évidemment cette guerre précipite une forme de changement de régime à l'intérieur d'Israël, mais enfin il est quand même difficile de comparer ce qu'est la Russie en interne à Israël, où il y a quand même un débat démocratique. Des millions de manifestants. Voilà, exactement. Donc, prenons des précautions maintenant. Au niveau des personnalités de ces deux hommes, on est quand même sur des personnalités de chefs autoritaires, avec une forte dimension populiste, évidemment, qui parlent, puisque c'est bien pour cela qu'un certain nombre, y compris en Occident, les soutiennent et trouvent que finalement, ils ont raison dans leur jusqu'au-boutisme. Et puis d'ailleurs, les deux hommes ont eu des relations très resserrées pendant longtemps. Sauf que l'autre sens de ma question, Myriam Benrahad, et c'est là que je voulais en venir, Vladimir Poutine est lui-même visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ça n'a pas empêché Antonio Guterres, le président de l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire général, de lui serrer la main il y a quelques semaines. Est-ce que vraiment un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est encore synonyme d'isolement ? Il y a deux choses. Je pense qu'il vraiment il faut prendre en compte le niveau du droit international, le niveau juridique, de la norme. On ne peut pas, comme je l'ai dit, récuser des normes que nous avons finalement mises en place, nous-mêmes occidentaux. Dans le même temps, il y a la question politique, diplomatique, et aujourd'hui tout le monde sait qu'il va falloir parler à Netanyahou sur la question de Gaza et de la même manière qu'il faudra parler à Poutine sur la question ukrainienne. Donc après, on peut se voiler la face et s'enfermer dans un raisonnement purement juridique, mais vous avez raison de poser la question. Il y a ensuite derrière évidemment des logiques politiques qui vont faire qu'il faudra de toute façon d'une manière ou d'une autre parler avec les Israéliens et parler avec les Russes. Allez, restez avec nous en tout cas sur Sud Radio. Merci infiniment Myriam Benrahad d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste en relations internationales et spécialiste notamment du Moyen-Orient.